Salut, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et mes salutations à tous les amoureux de la chose ludique pour cette première grosse vidéo de l'année. Eh bien, j'ai choisi de vous parler de GRTM. Et oui, GRTM, j'avais fait donc déjà on va dire une revue de la gamme Rollmaster, donc c'était dans l'ordre des choses que de parler justement de JRTM, qui est, on va dire, un jeu qui a enchanté notre, on va dire, notre enfance, enfin notre adolescence, pour ceux en tout cas qui ont joué beaucoup aux jeux de rôle dans ces années-là, comme dirait Claude François. Et donc, voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de son petit frère, du petit frère donc de JRTM, qui est donc JRTM ou MERP en anglais, Middle Earth Role Playing, qui donc est un jeu qui est paru après, hein, donc l'édition française, donc celle-ci en boîte que nous connaissons, date de 86, et donc le jeu en lui-même, normalement, j'ai essayé de retrouver sa date de parution, mais je crois que ça doit dater, on va dire, de 80. Ouais, ça doit être 80, quelques années avant, ça doit être 84 ou 83. Il faudrait que je vois que je revois, parce que là j'ai un doute sur la date de parution en VO, même si bon, 86 en VF, ça c'est sûr. Première édition française, ah non, c'est bien 86. Mais il faut savoir tout de même que les premiers suppléments dans l'univers donc du grand maître Tolkien sont parus avant JRTM, puisque au départ le système attitré pour jouer donc dans l'univers de Tolkien, dans l'univers donc du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, dans les terres du milieu, c'était le système Rollmaster. Et donc JRTM n'est qu'une version simplifiée de bonne aloi, soit dit en passant, qui permet donc de jouer dans ce monde. Mais voilà, les premiers suppléments que je vais vous présenter, certains qui donc ont été traduits d'ailleurs en français, l'ont été et sont pour Rollmaster. Et donc il y a dans ces suppléments justement les valeurs, les stats des grands PNJ, on va dire, de l'univers, du monde, etc., qui sont à la fois en système JRTM et en système Rollmaster. C'était prévu en tout cas comme ça au départ. Et donc je pense d'ailleurs que le jeu gagne beaucoup plus à être joué avec le système complet, donc avec le système Rollmaster, mais avec JRTM, on peut dire qu'on peut quand même s'amuser tout à fait, hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui est donc de la gamme, donc ça se présentait donc sous la forme d'une boîte au départ. Donc dans cette boîte, il y avait un livre de règles, voilà, qui faisait combien à peu près, oui, 130 pages, c'est ça, à peu près 132 pages. Voilà, ça c'était donc avec la description évidemment du système, plus toutes les tables, parce qu'en fait le système il est expédié en l'espace de quelques pages, et après le reste c'est que des tableaux. C'est un système en tableau, donc il n'y a pas besoin, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il n'y a plus que voilà, à lire les tableaux, acheter les dés. Il y avait un livret couverture souple également avec une petite aventure dont vous êtes le héros pour faire ses premières armes. Voilà, qui faisait combien, c'était alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais l'impression, mais en fait non, c'est la description. Oui, c'est la description des éléments du scénario, mais qui sont présentés vraiment comme une aventure prologue dont vous êtes le héros. Donc avec quelque chose comme voilà combien de paragraphes, 176 paragraphes. Voilà, c'est à peu près ça. Donc vous pouvez en fait l'aventure qui va être présentée dans les pages qui suivent, on pouvait faire donc une petite aventure en solo et après la proposer à un groupe de joueurs. Voilà. Et donc c'était, on va dire, la fameuse aventure avec, voilà, il y avait la feuille de personnage qui est ici, donc très très old school. Voilà. Avec donc là où Rollmaster avait 10 caractéristiques sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Il y a 7 caractéristiques, donc voilà, et évidemment une liste de compétences plus réduite que pour Remaster, de base en tout cas.
avec pareil aussi un système donc de liste de sorts. On retrouve quand même, on va dire, les mêmes choses, sauf que c'est juste simplifié. Il y avait donc des pions cartonnés. Et donc, il y en avait trois ou quatre. Quatre. Voilà. Quatre planches de pions cartonnés que je n'ai jamais découpées depuis que j'ai cette boîte. Plus donc les plans du scénario. Donc c'est un donjon, hein, c'est une tour. Normalement il y a même deux scénarios. Hein. Il y a une tour, je crois, et un repère de trolls, je crois, à explorer. C'est par contre, voilà, c'est du basique, hein, c'est du PMT avec un peu trop d'objets magiques, un peu trop de pièges. Il est extrêmement mortel. Bon, c'est un moyen de débuter. Hein, voilà, on est quand même. Il y a tout un contexte, hein, malgré tout, avec des PNJ qui est toujours décrit. C'est à peu près le même modèle d'ailleurs dans tous les modules de la suite de la gamme. Il y a donc le site qui est décrit, et après, donc, on a. Voilà. Donc cette aventure solo, plus donc cette aventure pour plusieurs joueurs de base, on va dire, qui est donc présente. Donc, et est-ce qu'il y avait des dés qui étaient dans la boîte? Je crois que non. Est-ce que ma boîte était complète quand je l'ai achetée? Système de création de personnages, système de magie, des modules de campagne, gna 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 gna. Non, ça c'est des trucs qui sont en plus. Non, je crois pas qu'il y avait de dés, mais bon. En tout cas, la boîte était suffisante pour commencer. Elle coûtait à l'époque, ouais, c'était à peu près dans les 200 francs, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'était donc chez Hexagonal d'ailleurs, en plus. Hein, c'est Hexagonal qui avait traduit toute la gamme JRTM jusqu'à la fin de l'exploitation du jeu. Voilà, donc ça reste le même système, mais donc en version simplifiée, comme je le disais. C'est-à-dire que je vais vous montrer d'ailleurs sur des personnages pré-tirés, des pré-tirés que j'ai fait justement pour moi maîtriser JRTM dans les temps à venir. Voilà, j'ai fait ça sur des. Voilà. Donc, ça va, ça brille pas trop. Donc vous avez les 7 caractéristiques. De ces 7 caractéristiques qui vont donc de 1 oui, ça peut aller de 1, mais alors là, franchement, vous êtes un sacré handicapé. Jusqu'à plus de 100, vous donne en fait un bonus. Votre race, évidemment, vous donne un bonus aussi. Et vous avez donc un bonus variable qui va de plus 5 si vous avez du bol. Et si vous avez vraiment beaucoup de bol, ça peut aller à plus 30, plus 35 à peu près. À ça, vous ajoutez des degrés de maîtrise. Les degrés de maîtrise, on va dire, de chacune des compétences. Donc là, c'est pendant la création de personnage, vous allez assigner des petites coches ici. Par coche, vous allez augmenter votre compétence de plus 5. Vous faites le total. Bon, il y a des bonus divers et variés. Donc là, par exemple, pour les. Comment ça s'appelle pour les armures, il y a un malus inhérent, parce que ça a été simplifié par rapport au système de base. Et donc ça vous donne une valeur qui va de globalement plus 5 à 100, plus que 100. Là, c'est des personnages niveau 5 que j'ai fait. Et donc, les caracs, donc là, c'est pour un Dunédain, donc rôdeur. Un rôdeur Dunédain, donc qui est un peu combattant, un peu magicien, entre guillemets. Enfin, il pratique une magie, on va dire, qui est la magie des rôdeurs, qui est une magie de la nature, c'est une magie théurgique. Donc, qui lui permet donc, voilà, de se déplacer en forêt plus facilement, de trouver les chemins, de survivre dans la nature. Voilà, ça reste quand même de la magie vraiment spécifique, même si certains pourraient dire ah bah oui, mais c'est un peu, on va dire, excessif par rapport à l'esprit du jeu, hein, parce que GRTM c'est un jeu, quoi qu'on en dise, c'est de la low fantasy. La magie est présente, mais elle n'est pas omniprésente. On n'est pas, comment dire, dans l'idée de pouvoir balancer des boules de feu sur son ennemi. C'est une magie qui est beaucoup plus subtile et qui surtout c'est une magie corruptrice. Alors ça, c'est pas présent dans la première édition, mais c'est présent dans l'édition suivante, dans la deuxième, où on a donc un système de points de corruption qui indique que quand évidemment on va lancer des sorts, eh ben, on se rapproche, on va dire, des ténèbres d'une certaine manière. On peut être corrompu par le vilain Monsieur Sauron avec son œil qui voit partout.
enfin, surtout si on est à l'époque, on va dire, où son pouvoir, on va dire, renaît, c'est-à-dire donc avant, on va dire, le Seigneur des Anneaux, enfin le Hobbit, avant le Seigneur des Anneaux, et pendant, on va dire, la saga. Ce qui nous est proposé, nous, dans JRTM, c'est de jouer justement bien avant la saga, on est donc 1400 ans avant quasiment. Donc en 1600, juste après, donc un grand épisode de peste, on appelle la Grande Peste justement, au troisième âge. Voilà. Sachant que donc ouais, il y a trois âges comme son nom l'indique, et ce qui est le plus simple en fait, ce qui est proposé d'ailleurs dans les jeux qui viennent après, c'est de jouer plutôt au quatrième âge, donc après les romans, c'est beaucoup plus gérable. Mais jouer à cette période en 1600, c'est bien aussi parce que Sauron, on va dire, je crois, n'est pas encore à Dol Guldur. Ah, là, il faudrait que je me souvienne au niveau de la chronologie parce que ça me revient pas forcément, on va dire, sans avoir un pense-bête sous la main. Où Sauron, voilà, sa puissance de toute façon a été bien affaiblie. Il revient petit à petit, on va dire justement, au pouvoir en tant que nécromancien, donc justement à Dol Guldur, mais n'est pas encore parti en Mordor. Voilà, normalement ça doit être ça, si mes souvenirs sont bons, sinon voilà. Je m'apercevrai en relisant que ah non, j'ai dit une bêtise. Bon, tant pis, c'est pas grave. L'important en tout cas, c'est de jouer vraiment dans cet univers qui est extrêmement riche, avec un système qui est quand même très 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 old school, faut quand même le dire, mais qui tourne bien. Où donc vous avez, une fois que vous avez calculé donc votre bonus de carac plus les degrés de maîtrise, donc comme je disais, une valeur qui va de 5 à 100, donc là avec des persos niveau 5, il y a des caracs qui vont juste genre à 90, tiens par exemple pour le Gondorien guerrier, bon, c'est normal, c'est un guerrier. Le Hobbit éclaireur, lui, ouais, il a un plus 85 en désarmement de piège par exemple, plus 85 en crochetage. Voilà, ça reste. Et puis donc, c'est de la même manière qu'on calcule les points de vie. Avec les degrés de maîtrise, on lance des dés pour indiquer combien de, de points de vie on va gagner par dé. Donc on lance les dés et on rajoute le bonus de constitution pour savoir combien on va avoir de points de vie de départ. Donc, tout ça, ça a été simplifié par rapport à Rollmaster. Parce que la formule est un petit peu plus compliquée. Mais bon, voilà. Et donc on a un système de background qui nous permet donc d'avoir déjà des objets de base, de les tirer, on va dire. On a une table en fait comment ça s'appelle, d'historique, comme dans Rollmaster, où donc on peut avoir des capacités spéciales et donc des objets magiques ou oui, des objets magiques, parce que ce sont des objets à bonus qui nous permettent, on va dire, d'être un peu plus cossus, on va dire, dès le départ. Mais en tout cas, pour l'essentiel, ça revient à ça. Voilà, donc. Et donc, au niveau des tableaux, alors là, je vais me saisir, où est-il, de l'écran. Donc, il y avait eu, alors mince, ça c'est l'écran deuxième édition. Où est l'écran première édition? Est-ce qu'il a dit, où a-t-il disparu? Ah, il s'est glissé, je sais pas où. Si j'arrive pas à le retrouver, tant pis, je vais le faire avec l'écran deuxième édition. Ce n'est point grave, je vais le retrouver, il doit être planqué quelque part dans la pile, bien évidemment, si j'arrive à le sortir de son étui en plastique, parce que je suis un grand fanatique des étuis en plastique. Voilà, donc l'écran d'ailleurs deuxième édition qui était formidablement beau et qui de nos jours est formidablement impossible à trouver. J'avais eu du bol à l'époque. Donc sur les tableaux de l'écran, vous avez donc les jets d'attaque avec plutôt que donc pour ce qui est de Rollmaster, il y avait donc 20 types d'armure. Là, il y en a que 1, 2, 3, 4, 5. Donc sans armure, cuir rigide, cuir souple, côte de maille et plate. Voilà. Donc on tire un jet de dessin qu'on rajoute au bonus, on va dire, de notre compétence. On retire évidemment en regard le bonus défensif, donc c'est notre bonus normalement de rapidité, en tout cas à Rollmaster. Ici c'est le bonus d'agilité. On retire le bonus d'agilité plus le bonus d'armure, du bouclier, etc. Et ça donne donc tout de suite un chiffre avec un code, et ça correspond évidemment au coup critique
on va dire, de l'arme en question, sachant qu'il y a une table de coups critiques par type d'arme, donc les armes dites tranchantes, contendantes, à deux mains, à projectile. Voilà. Après, on a une table pour les manœuvres, qui est, on va dire, aussi la version simplifiée de celle de Rollmaster, avec donc une difficulté qui va de routine à absurde, et en regard un jet de descent qui indique, quand on croise les deux, un nombre qui va donc de échec si vraiment on est nul. Donc là, on a raté notre manœuvre de mouvement. Généralement, c'est des manœuvres de mouvement. Donc ça veut dire qu'on fait une chute ou qu'on n'arrive pas à atteindre du tout, on va dire, on est bloqué dans notre action. Et sinon, c'est un pourcentage en fait du mouvement qu'on va faire. Donc par exemple, si on fait un résultat de 50, on aura fait la moitié du mouvement prévu est possible, et on peut aller jusqu'à des résultats donc 100, 140, etc. Donc là, on va dire qu'on va faire tout le mouvement qu'on avait prévu plus un pourcentage supplémentaire. Et donc les manœuvres statiques qui, elles, donc c'est la table qui est ici, où donc là on a pour la valeur générale un résultat qui est en fait le total, hein, puisque comme c'est des jets de dés ouverts, on peut aller de moins 26 ou moins jusqu'à 176 ou plus. Ou donc là, donc si on fait voilà, monumental bévue, donc échec critique, échec total de moins 25 à 0,4, de 0,5 à 75 échec normal, demi-succès de 91 à 110, 111 à 175 succès, et 176 ou plus succès total, c'est-à-dire la table de Rollmaster, ni plus ni moins. Et donc on a une table générale, une table, on va dire, d'interprétation pour tout ce qui est interaction sociale, une pour les désarmements de pièges et crochetages, une pour la lecture des runes, et une pour le perception et le pistage, comme Rollmaster, en version simplifiée. Voilà, donc, et puis il y a des tables aussi spécifiques pour les d'attaque, j'avais oublié, pour les animaux. Donc il y a des tables de griffes et dents et des tables de saisie et des équilibres. Donc beaucoup moins de tables, beaucoup plus efficaces, et donc voilà, des tables de coups critiques elles aussi en nombre un peu réduit, mais il y en a quand même encore. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Ils ont simplifié, mais ça reste, on va dire, le même esprit du système. C'est juste que voilà, on a moins jonglé entre des pages et des pages de tableaux. Là, juste avec l'écran, normalement, on doit pouvoir s'en sortir, même s'il manque les tables de coups critiques, qui, elles, on va dire, sont décrites dans le livre. Voilà, donc, d'ailleurs, je vais vous les montrer. Donc, elles sont dans la deuxième édition, parce que, voilà, comme je disais, la deuxième édition, qui donc elle est parue, c'était dans les années 90. Oui, la deuxième édition c'est 93 en VO et 95 en VF. Celle-ci. Toujours traduite par Hexagonal. La gamme à l'époque était bien achalandée, si je puis dire. Il y avait quand même eu beaucoup de traductions. Hein. Et donc, on a quand même pas mal de pages de tableaux sur la fin, plus les listes de sorts, donc ça fait quand même l'essentiel du bouquin, plus les personnages pré-tirés. Donc si on va dire, on cumule tout ça, donc avec un site d'aventure, donc la fameuse tanière des trolls hein, dont je vous parlais, c'est l'histoire en tout cas dont je me souvenais, qui était, on va dire, le premier site d'aventure qu'ils nous proposait, plus le scénario de la première édition, donc le château abandonné. Voilà. Ils étaient présents dans la deuxième édition. Mais dans la première édition, ils étaient déjà là. Je crois, en tout cas sûr pour le château. Et donc pour la tanière du troll, c'est bizarre, je ne l'ai pas revu en refeuilletant le bouquin. Donc est-ce que c'était un rajout? Mystère. Il faudrait que je revoie ça. Donc, comme je disais, après la description donc, des scénarios, on va dire, tous les annexes au niveau de la deuxième édition qui commencent donc les appendices à partir de la page 128. Donc en clair, le système et les scénarios sont décrits dans les premières 128 pages, donc création de personnages, explication du système, etc. Et le reste, après les 128 pages, donc jusqu'à la fin du bouquin, qui en compte tout de même 300, donc c'est-à-dire 180 pages, c'est que des tableaux. Des tableaux et des... donc ça peut paraître, on va dire... ça peut faire peur. Il y a aussi des informations intéressantes hein, dans ce qu'ils appellent les appendices et tableaux. Par exemple, la description de toutes les cultures, de toutes les races, etc. Donc vous voyez, avec des appendices sur la création justement des peuples, etc. C'est plutôt bien vu. Hein.
Même si donc voilà, vous avez la carte, on va dire, d'influence, si je puis dire, des ténèbres sur les terres du milieu. Voilà. Donc il y a pas mal de données quand même intéressantes en termes de jeu pour faire son beurre d'une certaine manière, pour pouvoir justement... et les vraies tables, en fait, sont à partir de la page 160. Le reste, comme je vous ai dit, c'est les personnages pré-tirés et les listes de sorts qui prennent quand même de la place. Hein. Même si, techniquement, il y a peu de gens, en fait, peu de classes de personnages proposées qui vont justement proposer des... d'avoir en fait des pouvoirs magiques, d'avoir des listes de sorts. Donc je disais, dans ces tables, donc celle dont je vous parlais, voilà, et il y a les tables de coups critiques. C'est celle-ci. Donc il y a la table de coups critiques chaleur, froid, électricité, impact. Ça c'est pour les sorts, contusion, taille, perforation et déséquilibre. Ça c'est plus pour les armes. Saisie également, donc critique grande créature, critique de sort contre les grandes créatures, maladresse arme de poing, maladresse armée projectile, échec de sort, échec manœuvre dynamique. Voilà. Donc il y a même les échecs pour justement quand vous faites un échec critique sur un mouvement. Et la table statique, donc celle-là je vous l'ai déjà montré. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de jouer justement à l'intérieur? C'est vrai que là, je n'ai pas développé. Donc le bouquin de la deuxième édition lui commence par le résumé en fait des livres du Seigneur des Anneaux justement, donc des 3 livres. Il y a un résumé, on va dire, succinct, mais on va dire qui est plutôt utile pour se remettre les choses en tête si ça fait longtemps qu'on n'a pas lu les livres ou vu les films. Et donc, on nous propose déjà donc, de choisir une race. Donc on peut jouer un Númenóréen noir, un Rohirrim, un nain, un elfe Sindar, un Dunéen, un Hobbit, un nain, un elfe sylvestre, un Dunadan, un homme des bois, un Dorwinadan, un elfe Noldo, un mage sylvestre, un mage Dunadan, un animiste semi-elfe et un Beornid. Donc ça c'est les pré-tirés qui sont proposés. Évidemment. Donc voilà, et qui sont proposés sous cette forme-là dans la deuxième édition, parce qu'on peut en fait le prendre au niveau que l'on souhaite. Parce qu'il y a possibilité, donc il y a ces caracs en fait du niveau 1 jusqu'au niveau 10. Et ça, c'était plutôt bien vu. Donc, on a, on va dire, des règles pour déterminer sa personnalité, son alignement entre guillemets, sa religion. Voilà, avec la description, on va dire, de la religion, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique dans le monde du Seigneur des Anneaux. Après, donc, on a les caracs, les bonus de caracs en fonction de la race dont on fait partie. Donc voilà, qui vont donc de Elf Noldo, Elf Sinda, Elf Sylvain, Semi-Elf Hobbit, Homme, Dunadan, Wooz, Nain, Umli, donc qui est un peu une aberration parce que c'est un demi-nain. Son existence est assez sujette à controverse. Semi-orc, Uruk Hai, troll sauvage, semi-troll et Holog Hai. Là, évidemment, c'est plus pour créer des PNJ. Hein. Je pense pas que vous allez jouer, à moins que vous jouiez, on va dire, dans une optique, on joue tous des orques. Moi, je veux bien, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, la chose vous est promise. Et possible. Les professions qui vous sont données, donc guerrier, éclaireur, rôdeur, barde, mage, animiste. Donc ça, on a donc 6 classes parmi lesquelles vous allez donc devoir choisir. C'est largement suffisant hein, pour la base. Et de toute façon, ils sont pas mis de... Si après, de toute façon, vous voulez avoir plus on va dire, de classes de personnages, il faut vous en remettre, on va dire, à Rollmaster. Ça, vous n'avez pas le choix. Donc après, on vous dit comment, on va dire, dépenser vos points pour avoir des degrés de maîtrise dans les compétences, les niveaux d'expérience, la manière dont on lance les sortilèges, l'expérience et donc le système d'expérience qui est imbitable hein, comme celui de Rollmaster, il faut quand même se reconnaître, puisque donc on gagne des points d'XP quand on fait des kilomètres, quand on fait des coups critiques, quand on lance des sorts, quand on fait des manœuvres, quand fallait faire un calcul, c'était abominable. Donc préférer qu'on va dire un passage de niveau, on va dire en fonction on va dire des séances et des objectifs de la campagne qui ont été résolus. Hein. On fait tous comme ça maintenant, il ne faut pas se leurrer. Parce que le système d'expérience à l'époque était vraiment, mais alors vraiment abominable. Après, on nous décrit donc les actions. Un peu les créatures.
des terres du milieu. On nous donne quelques petits conseils quand même pour faire ces scénarios, pour on va dire jouer l'aspect, on va dire exploration, campement, forêt, campement, on va dire dans des lieux un peu improbables. La magie et les sorts, comment utiliser les objets magiques, les soins, etc. Voilà. Et on a vraiment, on va dire, le système de... Puisque là, c'était juste les concepts qui étaient décrits. Et on vous donne, on va dire, vraiment les règles de création de personnages à partir de la page 90. Et ça va, voilà, avec, comme je vous disais, la fameuse table d'options d'historique. Sur ce point, la deuxième édition est quand même beaucoup plus claire que la première et beaucoup plus complète, même si, bon, techniquement, en termes d'univers, vous avez quasiment rien. Si vous ne connaissez pas l'œuvre, par les films, c'est une chose, par les bouquins, c'est mieux. Il va falloir, comment dire, vous documenter, hein, parce que c'était juste un système de jeu pour jouer dans les terres du milieu, quoi, en fait. Hein. Et qui, d'ailleurs, on va dire, les puristes s'arrachent les cheveux encore aujourd'hui. Hein. Franchement, on n'est pas... Il y a des interprétations sur l'univers, une manière de faire et un rendu, on va dire, une adaptation ludique qui sont des adaptations ludiques qui sont complètement contestables. On est bien d'accord. Hein. Voilà, les degrés de maîtrise en fonction de votre adolescence. Donc vous avez en fait, en fonction de votre culture, la culture dont vous êtes issu, des points à mettre dans certaines compétences qui sont logiques par rapport au peuple dont vous êtes issu. Les compétences d'apprentissage, on remplit tout ça. Voilà, et après donc on a la description des scénarios et après c'est les tableaux. Donc ça c'est pour la deuxième édition. Dans la première, on a quasiment à peu près la même chose en moins de pages. C'est moins développé en fait et c'est je dirais un petit peu plus fouillé, un petit peu plus difficile de s'y retrouver. Mais globalement, on retrouve la même chose. Voilà, donc ça c'est pour les deux livres de base, enfin les deux éditions de base. Moi je vous conseillerais de toute façon beaucoup plus, évidemment, cette deuxième édition si vous avez envie de vous mettre à GRTM. Mais si elle n'est pas difficile forcément à trouver, pas forcément trop chère, ça dépend. C'est pas ce qui est le plus recherché en fait. Mais ça peut chiffrer très très vite pour certains suppléments. La description justement de la gamme VFVO deuxième et première édition. Alors, je fais un panégyrique, on va dire Ah bah tiens, j'ai retrouvé l'écran justement. Le voilà, il était glissé au mauvais endroit. Donc ça c'est l'écran de la première édition. Qui était moche, hein, faut quand même se le reconnaître. Il y avait quand même les tableaux qui étaient dans un livret. Et donc, voilà. Préférez l'écran de la deuxième édition que je vous ai montré avant, parce que c'est les mêmes tableaux, hein, vous regarderez. Oh ben mince alors, c'est les mêmes tableaux, ils n'ont rien changé. Oui, ils ont juste changé l'illustration. C'est quand même malin. Donc oui, là, l'écran, c'était dans la lignée des écrans moches, avec publicité et compagnie, et les tableaux côté joueur. On était un peu encore dans cette optique-là, et c'était pas du plus bel effet. Donc préférez cet écran-là, l'écran de la deuxième édition, avec une illustration originale, qui est vraiment beaucoup plus jolie, mais malheureusement il est introuvable, ou pas loin d'être introuvable. Voilà. Au niveau des suppléments, alors, allons-y. Les créatures des terres du milieu. Un indispensable si évidemment vous voulez avoir toutes les caracs des créatures qui peuplent le monde des terres du milieu. Donc tout est décrit, on va dire, par le menu. Hein, voilà, les araignées, les dragons, les démons. Voilà, vous avez donc toutes les valeurs des balrogs, des morts vivants, etc. Tout est rassemblé en plus en tableau à la fin. Mais donc il y a une description quand même un peu plus étendue, si je puis dire, de tout cela dans le courant du livret, et tout est rassemblé avec des cartes des terres du milieu pour vous dire où se situe l'essentiel de ces créatures, où on peut rencontrer tel ou tel type de créature. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. Bon, c'est très aride hein, en termes de... Voilà, c'est vraiment du descriptif pour du descriptif. Mais c'est utile. Et voilà, c'était un petit supplément qui valait 99 francs quand même à l'époque, comme dirait notre très cher Pierre. Paix à son âme. Les suppléments, après, on va dire... alors, j'en ai en VF et en VO. Voilà, je vais commencer du coup par ceux en VF. Ça me fait penser que... Voilà. Donc,
Il y avait donc des aventures qui paraissaient qui étaient des aventures, on va dire, un peu plus cossues. C'était pas des aventures prêtes à jouer, mais c'était des cadres à aventure. Voilà, c'est donc ce qu'ils appellent dans les gammes, c'était les modules. Voilà, c'était les modules. Donc, les voleurs de Tarbad, donc la description de la ville de Tarbad, avec, voilà, d'ailleurs, qui était, la couverture était le plan de Tarbad, en fait, encarté. Donc, une cité, on va dire, de malandrins, de voleurs, où bah, il décrivait tout le contexte, en fait, vraiment comme un bac à sable. Hein. C'était un peu la manière, on va dire, de décrire de l'époque. Donc on avait la ville décrite quartier par quartier, avec des PNJ. Il n'y avait pas à proprement parler d'aventure, mais il donnait énormément d'idées d'aventure, des plans qui servaient la plupart du temps de donjon, hein, faut pas se leurrer. Et c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pour donc la ville, si vous voulez, une ambiance un peu plus urbaine, avec, on va dire, voilà, des intrigues autour de guildes de voleurs, de malandrins, etc. La porte des gobelins, donc là, ça nous rappelle de bons souvenirs du Hobbit, où donc bah, vous avez la description en fait de la porte des gobelins. Donc de la même manière, il y a donc là, par contre, c'était détaché pour les voleurs de Tarbad, mais là, c'est attaché. Donc vous avez quand même toujours des plans qui sont encartés dans les couvertures. Donc pareil, la description donc de tout donc la porte des gobelins, donc Goblinville, etc. Voilà, donc là vous y retrouverez, on va dire, les scènes du Hobbit si vous avez regardé le film, ou évidemment, voilà, avec la description de la caverne de Gollum, évidemment. Voilà, si vous voulez faire un petit concours d'énigmes. Donc voilà, donc Goblinville, plusieurs niveaux et tout. Bon là c'est un gros donjon aussi, hein. Si vraiment vous voulez vous taper du gobelin, bon courage. Hein. Ça reste quand même assez. Mais tout est décrit vraiment, voilà. C'est ça qui était la force en fait des suppléments, c'est qu'ils prenaient vraiment le matériau de base où il n'y avait pas énormément d'éléments, on va dire, dans l'œuvre, et ils l'ont développé, comment dire, mais parfois on se demande, franchement, ils ont vraiment apporté une valeur supplémentaire à tout ça. Alors on les a décrits évidemment parce que bah, voilà, ils sont pas dans les canons forcément de Tolkien, de l'œuvre, etc. Parce qu'ils ont fait des choix qui sont des choix ludiques. Ils devaient vendre des suppléments, on va dire, pour que les joueurs puissent jouer dedans quand même. Donc ils ont fait des choses très exhaustives, voire même un peu trop. Donc en particulier pour la Moria, qui elle aussi est un. Alors là, on entre plus, on va dire, dans les modules de régions et royaumes, mais bon, c'est décrit aussi un peu comme un bac à sable, avec les plans et tout, avec la fameuse porte. Hein. Dites ami, si vous voulez rentrer. Voilà. Melon. Mais non, c'est pas ça. Mais comment on dit melon en elfe? Bon, bref. Enfin, comment on dit ami en elfe, pardon. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais ils sont repassés il y a pas longtemps hein, pour les fêtes. Donc là, c'est vrai, je l'ai dans la tête. Donc voilà, description donc très exhaustive en combien? Beaucoup de pages, 90 pages hein, de la Moria. Donc là, c'est un immense donjon, hein, pareil. Ça a de l'intérêt si vraiment vous voulez revivre des scènes importantes voilà, ça peut être votre trip. Hein. Moi, je ne vous jetterai pas la pierre, Pierre. Non, ça peut être vraiment intéressant. Donc on avait la même chose pour voilà, les rois sorciers d'Angmar. Alors Angmar, ça date de 82. Donc pour vous dire que ça c'est sorti pour justement Rollmaster. J'ai oublié de vous dire, oui, pour la Moria. La Moria, la Moria, elle est dans quelle catégorie La Moria était dans la catégorie des cités. Voilà, c'était dans la catégorie cité. Il y avait, oui, parce qu'il y avait plusieurs catégories dans les suppléments. Donc il y a les modules, ceux que je vous ai présentés, donc la porte des gobelins et les voleurs de Tarbad. Et donc les cités, donc il y a la Moria qui paraît en 84, donc qui était aussi pour GRTM à la base. Et donc Angmar, le pays du roi sorcier, qui est sorti en 82-87 en VF. Donc pareil, carte. Donc là c'était carte détachable. Donc de la région et donc de Cairn Doom, donc la cité la forteresse du roi sorcier, en détachable. Et donc pareil, voilà, on a la description, donc là puisqu'on est sur une description région et royaume, exhaustif, pareil, ça fait comme un bac à sable. Hein. Là, c'est pas forcément prévu pour être
jouer directement en tant que scénario, mais il y a tout ce qu'il faut en fait au niveau plan pour pouvoir réaliser vos propres scénarios et campagnes. Parce que voilà, c'est très exhaustif. Par contre, c'est vraiment du descriptif très, très, très aride, hein. Mais les plans sont quand même plutôt pas mal vus. Voilà. Ils sont plutôt. C'est du bon boulot, hein, franchement. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Ils avaient fait un énorme boulot de développement sur la gamme. Donc les cavaliers de Rohan, donc description évidemment du Rohan, de la cité des Doras, du peuple Rohirrim, etc., etc. Donc il y a tout, hein. Pareil, là, c'est du contexte, et il va falloir bosser un peu pour en faire un scénario. Donc le Rohan, lui, il date de 87 en VF. La même chose donc avec les Ents de Fangorn, donc la description de la forêt de Fangorn, de tous les Ents, etc. Donc pareil, ça c'est du contexte, pur et simple. Il y a des lieux notables malgré tout, qui sont des lieux d'aventure, hein, qui sont décrits à la fin, avec des idées de scénario complètement n'importe nawak, hein. Il y a carrément une idée de scénario, ils vous disent oh bah allez en Fangorn pour, on va dire, enlever un Ent pour le ramener à votre employeur. Pardon. Oui, ils avaient parfois des idées un peu cons, mais bon, c'est tout. On leur en voudra pas trop. Bon courage à celui qui veut essayer de faire jouer le scénar pour délirer. J'attends de voir. Voilà. Allez enlever un ent, vous allez voir ce qui va vous arriver. Voilà. Allez, on rigole bien. Mais bon, voilà. Si vous aimez, en fait, pareil, le contexte de la forêt de Fangorn, c'est toujours intéressant d'avoir ça pour pouvoir jouer dedans. Mais pareil, là, vous allez devoir bosser. Isengard, donc la description donc, de la tour et de la région autour d'Isengard, donc hors tank, hein, si vous préférez. La fameuse tour de Saruman. Donc voilà, qui est décrite niveau par niveau, avec donc Saruman, Grima, voilà, il y a toutes leurs caracs. Les dessins sont pas ultimate, hein, au niveau des PNJ. Par contre, la cartographie, elle, reste vraiment d'excellente qualité, hein. Voilà, avec donc un magnifique plan justement de la tour, qui est quand même, voilà, c'est plutôt honnête, quoi. Voilà, et la description des villages alentours. Donc on a la description de Dunlostir et de Calmirier. Voilà, avec les relations justement avec le Rohan, qui est très proche. Et tous les étages en fait de la tour. Oh, et donc voilà, c'est Isengard en fait et le Gondor du Nord. Donc ils décrivent un petit peu le nord du Gondor. Le Cardolan, pareil, donc ça c'est encore un supplément régional avec description, on va dire, de forteresses, de villes, donc dans la région du Cardolan. Donc voilà, on a toujours une petite précision de la région qui est décrite juste derrière. C'est plutôt pas mal. Ça, voilà, le Cardolan, c'est pas, on va dire, mon supplément préféré, mais on va dire, voilà, il y a suffisamment de matériel aussi pour créer ses propres scénarios. Les Rangers du Nord, ah, celui-là, un indispensable pour avoir toutes les caracs des Hobbits et d'Aragorn et compagnie, voilà. Donc là, description en fait du royaume d'Arcédin, vraiment de ce qui était l'Arnor, etc. Il y a même, on va dire, le Nord-Nord, donc il y a la description des peuples Losot, etc., etc. Et surtout, voilà, des lieux d'aventure dans la région. Plein de petites choses. Voilà, il y a la bibliothèque d'Anouminas, donc il y a la description d'Anouminas, probablement les caracs du Palantir qui va avec, etc., etc. Donc voilà, celui-là, c'est un des suppléments les plus connus, hein, de la gamme. Voilà, il était franchement, ils sont encore trouvables, comme je vous dis, pas trop cher, on va dire. Et enfin, mon préféré, comme dirait l'autre, non, c'est pas un apéricube, c'est la Lorient, donc avec la plus belle couverture, je pense, de la plupart des couvertures de suppléments de GDR. Je veux parler donc d'un dessin d'Angus MacBride qui représente donc Galadriel. Voilà, elle est trop belle, regardez, voilà, je l'approche pour que vous puissiez juger de la toute beauté de la chose. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Donc, il y a même l'autre dessin d'Angus MacBride de Galadriel, ici, qui a après été représenté en cartes. Je vous montrerai les cartes après aussi, le jeu de cartes, pour clore cette vidéo. Donc là-dedans, description évidemment de la Lorient, mais aussi d'Austin Endil, et donc de la cité, de la forteresse Eldar abandonnée et tout. Alors c'est un gros donjon à piller, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça peut, si vous voulez jouer à une autre
époque, donc jouer au premier âge, ça peut être pas mal. Donc évidemment, vous avez les caracs de Galadriel, de Glorfindel normalement aussi. Ça doit traîner quelque part. De Celeborn, évidemment aussi quand même. Hein. Mais je crois que Glorfindel, il doit y être aussi. Bon, c'est tout. Il doit y avoir, en tout cas, Galadriel et Celeborn, ils y sont, ça, c'est sûr. Il y a les PNJ qui sont décrits à la fin. Galadriel, Celeborn. Ouais. Et là, Lorient. Il y a qui ouais, bon, après, c'est des PNJ un peu plus mineurs. Donc, non. Ils doivent être sûrement dans le supplément sur Mirkwood. Après, donc les suppléments. Donc là, je vous ai décrit les suppléments régionaux, les majeurs, on va dire, de la gamme. Il y a donc. En plus, donc là c'est les suppléments de la deuxième édition, on le voit, hein, c'est dans la couverture. Donc les trésors des terres du milieu, donc description de tous les objets magiques de la saga. Donc des objets magiques réels et inventés pour l'occasion. Voilà, donc il y a du tout et du rien. Hein, il y a surtout du bric-à-brac et du bric-à-broc qu'on ne sait pas quoi en faire, plus donc les objets vraiment qui ont existé dans les œuvres. Donc voilà, vous avez tout la description qui peut être utilisé à la fois en système GRTM et Rollmaster. Donc évidemment, vous avez la description de l'anneau unique, hein, de tous les anneaux, même d'ailleurs, ils sont dedans. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, c'est dedans. Et c'est un supplément qui est utile, mais bon, vous pouvez largement vous en passer si voilà, improviser un objet magique, c'est très très facile dans le système de jeu. Le supplément donc sur les Valar et Maillard, donc la description des dieux, entre guillemets, donc de Eru et toute sa clique, Tom Bombadil, les Istari, etc. Toutes leurs caracs sont dedans. C'est pas très 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 utile. Bon, il y a quand même quelques éléments, on va dire, de background qu'on peut piocher ça et là et qui peuvent être intéressants à utiliser après pour soi en jeu. Mais les caracs en question, rien à cirer quoi. Franchement, les avoir mis déjà en carac, je pense que c'est une gageure. Mais bon, ça existe, c'est pour ça. La description après donc de la comté, alors ça c'est si vous voulez faire vraiment un spécial Hobbit, donc c'était un gros supplément pour la deuxième édition qui date donc la comté c'est 97, hein, c'est un des derniers suppléments de la gamme. Supplément donc de 250 pages avec donc une magnifique carte de la comté qui était encartée. Voilà. Alors non, la carte de la comté est là, et de l'autre côté c'était la carte donc de quoi? Bah si, c'est la comté. C'est à différentes époques en fait, 1640 et là 3018. Oui voilà, donc vous avez la comté à l'époque du jeu, donc en 1600 et des brouettes, et la comté, on va dire, après le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, si vous voulez revivre des scènes mythiques, voilà, faire des feux d'artifice, faire des ronds de fumée et tout, il y a tout dedans. Tout est décrit par le menu, avec plein de PNJ, toute l'histoire on va dire, des différentes familles Hobbit, etc., la politique, tout est dedans, ils ont vraiment tout développé. Moi je sais que c'est pas forcément le lieu où j'irais faire mes scénarios, mais bon, ça peut toujours être intéressant. Dernier supplément en VF, très intéressant par contre. Donc Minas Tirith, qui est le seul qui est paru en français. Il y avait plein de suppléments évidemment sur les différentes villes. Donc là vous avez une carte qui décrit donc Minas Tirith, la capitale donc du Gondor, en deux parties. Voilà, et donc voilà, ça c'est la partie. Donc pour vous c'est la partie donc bien à gauche. Et donc il y a la partie droite. Voilà. Donc on rassemble en fait les deux cartes pour faire un plan complet. Voilà, vous aurez compris. Et voilà, toute la ville est décrite quartier par quartier hein, à l'époque, donc en 1600 et des brouettes. Mais c'est facilement adaptable évidemment si vous voulez jouer dans le contexte des œuvres, si vous voulez vraiment vous y mettre. Voilà, c'est un gros supplément hein, quand même. De 190 pages, donc lui il est sorti Minas Tirith en 99, c'est la deuxième édition, parce que je crois qu'il y a eu une première édition déjà du supplément, et donc ça c'est la deuxième non ça doit peut-être être même, il n'y a eu qu'une seule et unique édition, mais elle a dû paraître on va dire entre la première et la deuxième, ou un petit peu après la deuxième.
En VF, en VO, elle est parue à quelle? Si j'arrive à retrouver la date, 94. Donc oui, c'est paru vraiment au tout début de la parution de la deuxième édition. Voilà. Donc, pareil, c'est pléthorique, hein, il y a énormément de choses, comme c'est décrit quartier par quartier. Il y a plein de choses à faire si vous voulez jouer évidemment une campagne en milieu urbain, c'est le supplément qu'il faut. Par contre celui-là, il n'est pas facile à trouver. En VO par contre, il est peut-être plus facile à trouver. Mais maintenant, ça commence à chiffrer. Alors, les suppléments après que je possède en VO. Alors, en VO, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, que je remette un peu d'ordre dans mes papiers. Parce que comme d'habitude, des bouquins, il y en a partout. Alors, il y avait donc, parce que je n'avais pas réussi à trouver la carte, en fait, le supplément carte des terres du milieu. Enfin, j'avais pas réussi à le trouver pas cher et en bon état, donc j'ai acheté le Middle-earth, le Campaign and Adventure Guidebook for Middle-earth, il y avait donc à l'intérieur, en VO, la carte. Donc en français, la carte, ils l'ont faite paraître seule, avec juste un truc cartonné, et ça valait la peau du fessier, et donc c'était pas intéressant, alors que ce supplément là il est facile à trouver, la carte c'est la même, c'est juste que les noms sont en anglais, donc c'est pas très gênant, et dedans il y avait malgré tout quelque chose qui pouvait paraître intéressant, description géographique assez générale, une chronologie récapitulative des 3 âges qui est plutôt intéressante, en VO évidemment, hein, si vous lisez l'anglais, une description succincte de tous les peuples, et normalement il y avait un glossaire aussi je crois oui voilà des cartes géographiques évidemment des terres du milieu. Donc franchement le supplément en VO ils auraient dû le traduire en entier, c'est-à-dire avoir fait ça plutôt qu'avoir juste fait paraître la carte avec une couverture cartonnée en plus, c'est quand même dommage. Voilà. Donc ça c'était paru, ce supplément là c'était un supplément assez 83 hein, quand même. Celui date de 83 et donc c'était ça qui avec les règles de Rollmaster permettait justement de jouer on va dire dans les terres du milieu. Alors après les suppléments, donc je n'ai pas réussi à le trouver en français parce que de toute façon s'il est trouvé en français il est très cher, et là déjà il est cher alors qu'il est en VO. C'est la description donc de Rivendell, c'est-à-dire Foncombe, la maison d'Elrond avec les caracs d'Elrond, voilà la description de tout le pays et les possibilités de scénario. Alors moi j'avoue que les possibilités de scénario en Rivendell, faut quand même pas se leurrer. Par contre voilà la couverture elle est un peu elle est très 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 fragile. Je trouve, je crois que le supplément en VF, la couverture était un petit peu plus cartonnée. Les suppléments, donc là, dit scénario prêt à jouer. Donc pour l'instant, je n'ai que celui-ci. Et d'ailleurs, quand je vais reprendre Rollmaster, enfin GRTM, pardon, ça me sort tout seul évidemment. Quand je vais reprendre justement, que je vais refaire du GRTM, ça va probablement arriver dans un avenir proche. Je vais utiliser ces petits scénarios là, ces petits suppléments dits scénarios prêts à jouer. Voilà, c'est les Ready to Run Adventures. Il y a à chaque fois, on va dire, une région qui est prise. Donc là, ça se joue évidemment aux portes du Mordor. C'est pas ceux que je ferai. Hein. Moi, j'ai choisi plutôt de faire les scénarios dans la région de Mirkwood en fait, qui était le plus intéressant. C'est Darkness over Mirkwood, ça doit s'appeler comme ça ou quelque chose d'approchant. Et voilà, que je les ai en PDF, donc voilà, je les ai imprimés pour pouvoir les jouer. Mais bon, voilà, il y a des suppléments comme ceci. Ils sont vraiment ready to run, donc prêts à jouer, parce que il y a au tout début un tableau avec des personnages pré-tirés, qui sont donc sous forme de tableau, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, enfin jusqu'au niveau... c'est niveau 1, 3, 5, voilà, en fonction de niveau de difficulté. Donc vous avez un personnage de niveau 1, qui est... Enfin, un personnage, il y en a 18, et ils sont décrits, chaque personnage, il y a une version, on va dire, niveau 1, niveau 3, niveau 5. Voilà. Donc ce qui fait 6 personnages, enfin
sont pas si, les 18 sont différents, mais ils sont chacun décrits avec des niveaux 1, 3 ou 5. Voilà, c'est ça. C'est dur à dire, c'est dur à expliquer, mais voilà. Et donc, 3 scénarios prêts à jouer. Il y a eu pas mal de suppléments comme ça qui ont été... qui sont parus et qui sont plutôt... voilà, c'est des aventures assez classiques, mais ça permet de se mettre le pied à l'étrier si on veut vraiment... jouer dans l'univers des Terres du Milieu. Et je terminerai donc par l'une de mes dernières acquisitions, les Lord of Middle-earth, tome 1, 2 et 3. Pas facile à avoir. Donc là, c'est la description en fait, de tous les PNJ, races, personnages, monstres de la série, des œuvres. Donc le niveau 1 et le volume 1 c'est sur les immortels, donc les elfes, Maillard et Valar, qui correspond en fait au supplément sur les Valar et Maillard que je vous ai montré là. Voilà, il y a la description de tout ça. Donc nous, en fait, on avait eu enfin, c'était presque décrit de la même manière. Sauf que là, évidemment, c'était normalement, ces suppléments, ils datent de 86. Donc ça, c'était pour la première édition. Le Valar et Maillard que je vous ai montré, c'est la reprise de ça, mais on va dire... revue pour la deuxième édition. Donc le volume 1 sur les immortels, le niveau 2 sur les races humaines. Voilà, donc il y a toute la description donc, de tous les personnages importants avec leur background. Donc il y a même les Ringwraith, les Nazgûl, si vous préférez, les spectres de l'anneau, comme on dit en français. Voilà, description de toutes les personnes importantes. Donc voilà, Aragorn par exemple, qui est décrit avec ses caracs et tout, en système Rollmaster et GRTM évidemment. Et le volume 3, qui lui donc décrit les hobbits, les nains, les ents, les orques, les trolls. Voilà. Pareil, donc c'est à chaque fois des suppléments de 120 pages à peu près, qui décrivent donc tous les personnages de la saga. C'est voilà, si vous n'avez pas autre chose et que voilà, l'anglais vous rebute pas, ces trois là c'est vraiment assez sympa pour avoir un truc. Par contre, enfin quelque chose de complet. Par contre, c'est pas donné de les trouver, on va dire. Vous comptez à peu près 50 € à 75 € par volume. J'ai réussi à les avoir un peu moins chers. J'ai été assez content à ce niveau. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais à vous présenter sur la gamme JRTM. Donc un jeu qui est vieux, mais il a quand même, on va dire, voilà, enchanté la jeunesse de pas mal d'entre nous. Voilà, c'est une entorse, on va dire, assez majeure à l'œuvre de Tolkien à bien des aspects. Mais on est là pour jouer, hein. On n'est pas là pour faire, on va dire, pour se faire les commentateurs de l'œuvre littéraire et essayer de les jouer, on va dire, à la ligne près, même si bon, on va dire, jouer dans l'univers de Tolkien, c'est quand même, on va dire, faire l'effort de respecter, on va dire, un peu l'esprit de son univers. Le système de jeu ne le respecte pas du côté de la magie, hein, par exemple, c'est complètement aberrant. Mais bon, ça peut, on va dire, se doser si le MJ dit bah c'est tout, c'est interdit. Moi, chez moi, par exemple, il n'y a pas de magicien, quoi. C'est complètement idiot qu'il y ait des magiciens, on va dire, à votre table, par exemple. C'est une classe de personnages, vous la foutez à la poubelle. Ça, c'est pas crédible. Le reste, par contre, c'est crédible. Après, choisir aussi des races qui sont jouables. Jouer, on va dire, des elfes, des hauts elfes, donc des elfes clairs, enfin des Noldo. Pareil, c'est pas une bonne idée. Voilà, préférez plutôt voilà, elfe Sylvain, c'est encore crédible et encore. Jouer des nains, ça peut aussi, mais bon, vous allez surtout jouer si vraiment vous voulez respecter l'esprit de l'œuvre des peuples humains, en fonction en plus de la région où vous allez être. Donc après, c'est à vous de doser votre degré d'intégrisme tolkieniste pour jouer dans l'univers de Tolkien. Moi, j'ai jamais vraiment résolu la chose. L'univers me plaît beaucoup, mais je trouve que voilà, qu'est-ce qu'on a à y faire d'une certaine manière en nous en tant que PJ, alors qu'il y a l'œuvre, voilà, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux qui est derrière.
et on refera jamais la même chose, sauf si vous dites au PJ, bah voilà, tu prends le rôle d'un tel, on refait la communauté de l'anneau, et on essaye de refaire l'œuvre, ça c'est possible, hein. On peut tout à fait l'imaginer, surtout que le matériel proposé permet de le faire, si vous connaissez bien l'œuvre. Voilà, le fait de langue en plus dans Tolkien est extrêmement important, puisque lui il a créé son monde avant tout pour décrire des faits de langue. Faut quand même pas faut bien se mettre ça en tête. Donc voilà, il y a des dictionnaires qui existent, hein, pour voilà, faire le malin à parler en elfique. Voilà, donc les dictionnaires pour le Sindarin, en tout cas, d'Edward Klosko, qui a fait un travail formidable d'ailleurs à ce sujet, qui est toujours trouvable, hein. Je parle de la nouvelle édition, pas de l'ancienne qui vaut une fortune et qui de toute façon aujourd'hui est obsolète, puisqu'il y a des nouveaux documents qui sont parus. Il y avait un deuxième qui est lui aussi trouvable et un peu moins cher sur donc le noir parlé, la langue naine et la langue hobbit, qui est très intéressant aussi et qui lui est encore d'actualité puisqu'il n'y a pas d'autres choses qui soient sorties sur le sujet. Donc il y a de quoi faire, franchement. Si on veut jouer dans le monde du Seigneur des Anneaux, dans l'univers de Tolkien, il y a ce système-là qui existe. Bon, il y a des choses quand même beaucoup plus simples et beaucoup plus abordables qui existent. D'ailleurs, je vous en ferai probablement une rétrospective bientôt, c'est-à-dire je veux parler de The One Ring, et en particulier la deuxième édition pour laquelle j'ai souscrit, donc voilà, qui à mon avis va être une bombe, déjà esthétiquement parlant, puisque j'ai déjà eu les PDF, c'est un vrai bijou. Bon, après c'est un style esthétique particulier, hein, voilà, c'est Free League, donc on est vraiment dans des styles d'illustration vraiment propres à eux. Mais vraiment, voilà, on est là-dedans. C'est quelque chose qui, à mon avis, voilà, va vous permettre de jouer, comment dire, dans les terres du milieu de bonne manière. Donc, One Ring, l'anneau unique, c'est on va dire un bon substitut, si je puis dire, si vous voulez un système plus simple et de continuer à jouer dans un autre esprit, un esprit peut-être plus proche des œuvres quand même, au Seigneur des Anneaux, et enfin dans le monde des terres du milieu. Et on a également l'option aventure dans les terres du milieu, voilà, où c'est donc le système des D5 adapté pour jouer dans l'œuvre de Tolkien. Pareil, c'est pas mauvais non plus. J'en ferai peut-être une rétrospective un de ces jours, même si moi je l'ai en VO, évidemment. Et le dernier dont je peux vous parler, parce que celui-là, franchement, si vous voulez rejouer à GRTM et que vous voulez pas, comment dire, vous perdre plusieurs reins et plusieurs autres organes, eh ben c'est Against the Dark Master. Ça a été fait pour ça, c'est un bouquin énorme. Il va donc être traduit, il est en financement participatif encore pour quelques jours, pour 2 jours je crois, à l'heure où je fais cette vidéo. 580 pages à peu près, enfin 570 pages. C'est le système GRTM, plus que Rollmaster, revu et corrigé, sans la licence, avec des références éminentes, on le voit à l'écran, et à la couverture au Seigneur des Anneaux, mais sans payer les droits à la famille Tolkien. Et donc, voilà, il y a tout le système de jeu qui est décrit là-dedans, avec donc des aventures en plus. Je crois qu'il y a des, oui, il y a donc beaucoup de tableaux, des aventures à l'intérieur, hein. Donc voilà, on vous décrit quand même un univers qui évidemment s'inspire énormément, on va dire, des thématiques et de l'univers de Tolkien, mais sans le dire. Franchement, c'est un bon truc, hein. Voilà, si vous n'avez pas encore souscrit, que vous voyez cette vidéo, ben voilà, jetez-vous dessus. Sinon, ben attendez. Alors, je crois que, d'après ce que j'ai compris, il ne va pas sortir en dehors de la souscription dans les boutiques. Alors peut-être qu'il sera disponible sur justement le site de Leto, puisque c'est les éditions du Troisième œil, Laurent Rambourg, qui s'occupe, on va dire, de la traduction française de ceci. Petit d'ailleurs message amical à eux, puisqu'ils ont eu un triste événement voilà, durant les fêtes, et donc salut à eux à ce niveau. Soutenez-les, franchement, ils font toujours un très très bon boulot. Et je pense que cette édition de Against the Dark Master est une bonne idée, on va dire, en VF, de l'avoir en VF, même si moi je l'ai déjà en VO, parce que ben voilà, ça va rendre accessible un système de jeu revu et corrigé, bien revu et corrigé, pour justement pouvoir faire jouer dans le monde du Seigneur des Anneaux sans forcément, on va dire, voilà, sans complexe. Donc ça c'est l'écran. Il va être refait en français évidemment, les tableaux.
Voilà, mais on est sur le même principe du système de jeu, hein, avec donc des tables G descend open, comme pour Rollmaster et donc GRTM, et avec des tables de coups critiques, etc. Donc voilà, si vous voulez une version bien moins chère que le bouquin, voilà, ce bouquin-là, vous en avez pour 60 € à peu près, hein. En VO, si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près ça, hein. L'écran, donc 20-25 € de plus. En VF, vous avez le pack complet pour 75 €, donc le bouquin de base plus l'écran, c'est 75 €. Voilà, vous avez encore 2 jours. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui ou un peu plus tard, dépêchez-vous. Sinon, ce sera trop tard. Il faudra peut-être attendre que ça soit disponible sur le site de Leto. Normalement, ça doit être disponible s'ils les avaient dit. Donc, normalement, s'ils n'ont pas de retard, j'espère pour eux d'ici mai. Ça doit être à peu près ça, mai-juin. Voilà. Donc, ça, voilà, vous avez la possibilité, si GRTM vraiment ça vous rebute, que c'est trop cher, que c'est difficilement trouvable, Against the Dark Master ou Adventure in Middle-earth, Aventure dans les terres du milieu, ou The One Ring 2ème édition, qui je pense d'ailleurs sera probablement traduit par Arkham Asylum. Je pense, hein, ça me paraît très logique, mais à voir. Et donc je voulais terminer en vous montrant quelque chose dont je suis assez fier, puisqu'il y avait eu un jeu de cartes du Seigneur des Anneaux. Alors c'est pas aussi prisé évidemment que les cartes Magic, donc c'est possible sûrement d'en trouver parce qu'elles étaient parues en français. Moi je les ai en VO, j'ai la collecte complète, donc voilà, vous avez en cartes tous les personnages. C'était pas seulement un jeu de cartes, c'était vraiment un véritable jeu de plateau. Où donc on se déplaçait, en fait on créait son deck, on se déplaçait dans les terres du milieu et on essayait en fait, donc le but du jeu de cartes c'était d'assembler des points en fait d'alliés. Marshmalling Points, ça s'appelait en VO, je sais plus comment il l'appelait en français. Donc on jouait les personnages, on pouvait faire vraiment un deck autour de l'anneau unique avec les personnages de la saga où le but c'était justement d'aller porter l'anneau unique dans la montagne du destin. On pouvait jouer cette optique de jeu là, et sinon il fallait choper des objets magiques pour gagner des points, aller donc dans différents lieux. Donc là on avait ça, c'était les lieux à explorer. On avait donc des jets de dés à faire quand on explorait le lieu pour pouvoir gagner justement des objets magiques. Donc là on avait les événements qui nous foutaient, on va dire, un peu dans la mouise, qui permettaient en fait aux adversaires de nous pourrir l'existence. Voilà, les objets magiques en question. En particulier, où est-il? Je vous le montre quand même. Donc là il y a tous les anneaux nains. Il est où l'anneau unique? Oh, ouais, il est là. Voilà, la carte la plus recherchée du jeu. L'anneau unique qui était un peu le Black Lotus du jeu. Voilà, et donc il y avait tous les objets, tous les alliés, tous les peuples évidemment mythiques du jeu, plus les effets bénéfiques, hein. Il y avait aussi des cartes d'effets bénéfiques qu'on pouvait jouer. Voilà, c'est donc les cartes, voilà, les anneaux par exemple elfiques. Voilà, pour si vous voulez avoir un anneau elfique, il fallait jouer uniquement sur Galadriel, évidemment, si c'était Nenya. Et donc il y avait aussi quelque chose de très très intéressant, c'était chaque région en fait des terres du milieu qui était décrite en fait par une carte et qui servait en fait de plateau de jeu. Il fallait juste reconstituer en fait la carte en fonction des besoins, puisque c'était quand même vraiment quasiment un jeu de plateau. Et vous aviez chaque région qui était décrite en fait par un format carte à jouer. Et c'était plutôt bien vu, c'était vraiment très intéressant. Voilà, et puis il y avait donc des cartes exceptionnelles. Voilà, j'avais fait le listing, la checklist voilà, de tout pour avoir vraiment toute la collecte. De base, hein, il y avait des extensions aussi, et là les extensions je les ai pas faites. Parce que bon voilà, là il y avait déjà du jeu de rôle à acheter, coûtait assez cher comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette revue donc, de la gamme JRTM. Après donc les prochaines vidéos ça sera en fonction on va dire de l'actualité des choses. Bon, il y a des choses qui sont prévues normalement. J'ai une revue pour le mois qui est prévue sur Vampire Dark Age, Vampire V5, une interview de Bruno Guérin sur la future souscription qui va arriver dans quelques jours pour le Mythologica, sachant que donc il y a eu un peu de retard, et donc voilà, je pense qu'on aura une petite interview pour expliquer tout ça. Normalement il y a Star Trek Mega 5 qui est prévu, la gamme Mega, Werewolves the Apocalypse, Hurlement, Bloodlust, Elekazé, Wrath, Cult normalement, et Current Divinity Lost.
L'œil noir, défi fantastique, RunQuest donc, la gamme ADD, ADD2, Shield. Voilà, tout ça normalement ça devrait arriver. Je ne sais pas dans quel ordre exactement. Il y a un ordre qui est prévu, mais je le change assez souvent en fonction de l'actualité. Donc normalement ça devrait arriver dans les semaines à venir. Restez, on va dire, tenez-vous au courant. De toute façon, les vidéos paraissent le lundi, vous le savez maintenant. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de commenter, de rejoindre le Discord pour bavarder. Je suis toujours disponible pour ça, pour vous donner des conseils, pour juste échanger, pour dire coucou tout simplement. Ça peut être bien aussi, coucou, comme dirait le roi Arthur. Voilà, donc n'hésitez pas, on va dire, à venir faire un tour, ça fait toujours plaisir. La chaîne continue à monter petit à petit, à mon niveau, on va dire, ça commence vraiment en plus à vraiment me motiver pour continuer à vous offrir des vidéos et du matériel, alors que c'est pas évident tous les jours de se renouveler et d'essayer voilà, de vous parler de plein de choses. Mais je pense qu'à mon avis, voilà, moi tant que voilà, vous êtes là pour me donner, on va dire, du courage et envie de continuer, ben moi je continuerai. Donc voilà, à bientôt. Et que j'espère que cette nouvelle année débutera le mieux possible pour vous, en tout cas du point de vue ludique, que vous jouerez beaucoup et bien, et peut-être à JRTM, qui sait, ou à un autre jeu dans les terres du milieu, parce que voilà, c'est un univers qui fait partie des piliers, on va dire, de notre passion, qui nous a donné envie, on va dire, de faire du Medfan, qui a posé, on va dire, les bases de ce qu'est le Medfan, entre autres. Hein, c'est une des sources d'inspiration majeure, ce n'est pas la seule, mais c'est une source d'inspiration incontournable. Donc continuez à y jouer, quel que soit le système de jeu, tant que, on va dire, ça nous plaît, tant que ça nous motive, c'est ça l'important. Voilà, allez, c'était Magna Magister en direct de la bibliothèque, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!